Salut à toutes, salut à tous, je suis avec Sylvain. Sylvain, tu étais notre reporter, notre envoyé spécial au Festival de Vichy cette année. C'est ça. Tu as joué à une J'ai trentaine de joué à une jeux. trentaine de jeux, je pense, ouais, 25-30 par là. Tu as aussi fait des Vu rendez-vous, d'autres, etc. On ouais. t'a présenté d'autres jeux. Donc ouais, tu es officiellement dans l'équipe puisque tu avais un badge Sylvain Baudet, rue Rue du du jeu. jeu. Ouais, Cool quand même. exactement. Ouais. Et du coup, j'ai pu le montrer à différentes personnes qui buggaient des fois, étaient là, oui, rue du jeu, je connais la chaîne, On tout est une ça. multinationale maintenant, ça y est, on est basé en France, en Suisse. Dans cette vidéo, on va faire un débrief de la trentaine de jeux auxquels tu as joué au Mhm. salon de Vichy, qui est un salon assez important, assez clé en France pour voir quelles nouveautés vont arriver en fin d'année, voire en début 2026, hein, Parce c'est qu'il ça? est très proche des scènes, Mhm. donc il y a déjà beaucoup de jeux qui sont soit sortis, enfin en pré-production déjà, qui sont arrivés, soit des jeux qui vont sortir en anglais à Essen, par exemple Feuerland, etc. Mais du coup qui ont déjà envoyé à Super Meeple les versions françaises pour que tout soit fait à temps. Donc au final, on a ouais, la bonne moitié de jeux qui sortent à Essen qui sont déjà visibles ou même disponibles à jouer à Vichy. Ouais. C'est important à signaler aussi, tu étais à la version professionnelle du salon, parce qu'il y a une version publique le week-end d'après. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, vous étiez entre professionnels du monde du jeu, ce qui permet de jouer beaucoup parce qu'il y a moins d'affluence que dans un salon classique. Et donc, c'est ça aussi qui permet que vous puissiez faire des enchaînements de plein de stands et avoir un rythme assez intensif. Même si j'ai des amis qui ont fait Vichy public après derrière et qui ont aussi bien joué et donc je pense qu'il faut pas se dire que c'est soit le pro soit rien parce que ils ont été très contents de leur expérience Vichy public le week-end d'après. Et donc, on est parti pour ce débrief. 30 jeux à vous débriefer. Let's go. Sylvain, le festival des jeux de Vichy, c'est 3 jours. Hein. T'es resté 3 jours. Plus même. Ah On ouais? peut arriver en avance et reparti après, mais voilà, officiellement il dure 3 jours. Ouais, ouais, Ok. ouais. Et on va commencer par le premier jeu. C'est Royal Society of Archaeology. C'est ça. C'était chez Atalia. Atalia, ouais. Donc on commence la journée avec Ben, qui avait repéré déjà pas mal de jeux à aller voir. Il me Ben dit, de tiens, la chaîne Les Recettes Ludiques. Hein. exactement. Du coup, il avait repéré ce jeu-là dont j'avais pas du tout entendu parler. Il me dit, ah c'est super, on va s'installer, on va jouer. Donc on était trois, on a pu découvrir le jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc c'est un Eurogame, on va quand même expert. Pas expert trop lourd, mais quand même il y a beaucoup de choses à penser. Ultra thématique, hein, on va incarner une famille qui va faire des explorations Archéologue, ouais. archéologiques, collecter des reliques, et puis après les ramener au Royal Muséum, Museum ouais. pour qu'elles soient exposées, gagner en prestige, etc. Le principe de scoring est assez classique, donc en faisant tout ça, on va monter sur deux pistes différentes, et en fait, ça va être on va scorer des points sur le min des deux pistes. Donc il faut monter les deux pistes pour que le minimum C'est des deux équilibré, pistes ouais. score. Donc, c'est un jeu très thématique, hein, avec différentes zones de pose d'ouvriers. On va devoir manager un peu ses ressources, l'argent, etc. Oui, c'est vrai que tu as mis le plateau, donc là c'est vraiment bien. Donc il y a différentes zones de jeu qu'on voit et en fait nos ouvriers ils vont un peu se spécialiser à la manière d'un Darwin's Journey d'une certaine manière. Ils vont monter en compétences en fait en faisant des activités de recherche archéologique et plus ils vont monter en compétences, plus ils vont pouvoir aller dans des zones en étant plus forts. Et aussi il y a un mécanisme intéressant de placement, c'est que dans une même zone de jeu, si tu places un ouvrier moins expérimenté qu'un autre joueur qu'un ouvrier expérimenté, le joueur qui est moins expérimenté va gagner de l'expérience en étant en contact de cet ouvrier-là. Et Hmm. donc, il y a un shared incentive où les deux gagnent un bonus en étant dans cette configuration. Ok, avec les autres joueurs alors, parce que... Avec les autres joueurs qui ont... exactement, ça ne marche qu'avec les autres joueurs Hmm. qui ont des valeurs plus élevées. Donc ça, c'est aussi une idée assez intéressante. C'est chouette. On n'a pas fini la partie, mais ça nous doit donner vraiment une bonne impression d'aller jusqu'au bout.
Petit bémol quand même, on a trouvé que l'édition sur certains côtés était peut-être un petit peu... en tout cas, il y avait des choses qui étaient un peu en termes d'iconographie compliquées à saisir. On n'est pas sur du Yano Tool, il y a quand même plusieurs fois des iconos qui font tiquer un peu les gens qui ont vraiment l'habitude de faire des euros. C'est pas immédiat, on se pose des questions, de revenir sur les règles pour comprendre exactement qu'est-ce que veut dire ce symbole par rapport à un autre. Il y en a qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, mais le jeu en lui-même est thématique, très intéressant et il nous a laissé vraiment l'envie d'en refaire une Ouais, partie. avec quelques mécaniques un peu innovantes et des shared incentives, donc de l'interaction Ouais, entre joueurs tu vois là les deux pistes, positive. il y a la piste noire là, des points et la piste rouge et en fait il faut monter les deux en même temps. Et là, on voit Sur notre le découverte. plateau personnel, sans C'est doute. ça, exactement, avec les 3 ouvriers que tu as et que tu vas faire monter en compétences sur la droite et après tu vas les gérer un peu comme tu veux. Utiliser des ouvriers moins forts pour certaines actions, plus forts sur d'autres. Est-ce que tu veux les équilibrer tous ou est-ce que tu vas en pousser un au max ou pas? Et après, tu as des objectifs croisés sur des cartes à récupérer, des badges, après du classique, Cool, mais intéressant ça ouais, donne et envie. thématique. Mm. Alors, 13 feuilles, on le connaît bien. Il On le arrive connaît. en version française. C'est un jeu de défausse, très efficace. Très bon jeu de défaut, je pense le meilleur que j'ai pu jouer cette année, je pense. Vraiment, vraiment très très bon jeu qui sort bientôt, donc vraiment recommandé chaleureusement. Donc. C'est très familial, hein, d'ailleurs. Moi, j'y ai fait jouer des collègues, j'y ai fait jouer bah, ouais, mes frères, mes parents. Ça s'explique assez vite, mais c'est technique et tu as envie d'en Complètement. refaire une derrière. C'est un jeu où on va jouer sur les extrémités et on va parfois se retrouver à se piéger nous-mêmes parce qu'on augmente sur les extrémités le nombre de cartes qu'il faut jouer pour pouvoir se placer. Mhm. Et donc, quand on fait un peu le malin hein, à poser plein de cartes d'un coup de sa main, puis quand ça a fait un tour complet et que ça revient à nous-mêmes, des fois on s'est bloqué nous-mêmes. Donc, Ouais. il y a des subtilités intéressantes à saisir. Il a la force aussi de pouvoir très bien se jouer à 3, à 4, à 5. Ouais, Il il a, va jusque 6, il va ça devient jusqu'à un peu plus 6, je sais pas chaotique. 6, je ne m'engagerai pas jusque-là, mais 3, 4, 5, pas de problème. Thunder Road Après, Vendetta. on a quitté Gigamic pour un moment, j'y reviendrai après plus tard. J'ai rejoint mes amis du Décompte que je salue, très bonne boutique à Gap, si vous passez par là. On a joué au jeu de Lucky Duck, donc le premier que je voulais tester c'était Thunder Road Vendetta. Qui est un jeu avec une thématique à la Mad Max un peu. Exactement, voilà, où on va se rentrer dedans dans les voitures, c'est ultra chaotique, le but c'est de faire sortir les autres véhicules de la map ou d'arriver au bout de la map, il y a des tuiles, des pouvoirs, des lancers de dés, c'est le chaos complet, mais le jeu s'assume énormément dans cet univers, il y a plein de modes de jeu, nous on a fait le mode classique de course, mais Guillaume nous a montré il y avait des modes d'affrontement un peu en arène, en fait, où tout le monde arrive par des côtés et puis il faut se tirer dessus, un petit peu comme ça. L'interaction avec les décors est vraiment intéressante. Le jeu est relativement cher, je crois qu'il est autour de 150 euros, mais la Ah boîte oui. elle est remplie de matos. Il y a un insert avec beaucoup de rejouabilité à l'intérieur, donc Oui, et plusieurs modes comme tu le disais. Donc, ouais, il y a un côté un peu ouais, voilà, Mario Kart, quoi, avec plusieurs façons de jouer, course, arène. ouais, exactement. C'est Mais ça. vraiment, vraiment, on a passé un super moment. On a arrêté la partie parce il fallait aller voir ailleurs. Mais j'aurais bien continué, alors que c'est pas mon style de jeu d'habitude. Vraiment, vraiment bien. Ouais. Et là, on voit Là, tu vois le le plateau circuit. avec la course, les différents véhicules. Le véhicule rouge qu'on voit là, c'est un véhicule un peu spécial. Donc, on peut avoir des véhicules asymétriques avec des pouvoirs asymétriques aussi, complètement différents. Tu vois, il y en a un, c'est une espèce de gros véhicule qui suit, alors que d'autres, c'est 3 petits véhicules. Il y a des hélicos qui tirent. Enfin, Il y a tout ce qu'on il y a veut, pas... quoi, dans un Ouais, jeu ouais, du genre. exactement, C'est le exactement. Non, bac non, à sable. Je comprends qu'il ait eu beaucoup de succès aux États-Unis et c'est sympa de le voir arriver par chez nous, quoi. Globalement, j'ai trouvé que Lucky Duck, ils avaient comme chaque année, mais ils ont vraiment une palette de jeux qui est très variée, si tu veux. Ils osent encore faire des jeux qui sont chers, des Kickstarter, etc. Aussi des jeux plus tranquilles, des euros, du Knizia, enfin on va le voir, c'est très varié ce qu'ils proposent et je trouve assez, assez bien choisi. Donc voilà, bonne pioche. Ça c'était le mode arène que tu voyais juste avant.
Là, c'est un standalone pour Sleeping Gods. C'est Sleeping Gods 2, en fait, Distant Sky, que j'ai commencé à faire, mais j'ai pas encore fini, où il y a corrige beaucoup d'améliorations de gameplay par rapport au premier, tout en proposant un univers qui pour moi est vraiment extraordinaire. Donc pour les gens qui étaient un peu frileux du premier ou qui y sont pas allés, vraiment c'est une aventure extraordinaire en termes de narration, en termes de le travail qui est mis pour faire la traduction de la narration. C'est un booklet qui est comme ça, qui fait 300 pages. Et il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait. Et c'est vraiment un chouette jeu. Donc, recommandé très fortement ce Sleeping Gods. On est dans le ciel, là, pour le coup, par rapport à Sleeping Gods. Non, pas du tout. Ah, c'est non. juste qu'on atterrit avec un avion alors que l'autre, c'était sur un bateau. Mais sinon, c'est le même principe. On est sur une île différente. Un jeu que moi j'attends pas mal, c'est Rebirth Ouais. de Reiner Knizia. Donc, tu l'as pas joué encore? Non, il est sorti en VO, mais moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Ça prend un peu, j'imagine, la suite de Cascadero, hein, jeu de tuiles, enfin de pause en tout cas, très, très Plus simple. tranquille. Ouais, plus tranquille. Beaucoup plus tranquille. Ouais. J'ai envie de dire, pour du Knizia, c'est dans sa tranche basse en termes d'accessibilité. Enfin, donc, parmi les plus accessibles qu'il y a. C'est vraiment immédiat. On prend une tuile et on pose une tuile à un endroit et on va se positionner. C'est très malin, on va dire. Facile, il faut remplir des objectifs, il faut se positionner sur certaines zones, il faut faire la route la plus longue. On peut facilement te bloquer parce qu'il n'y a pas de notion de réseau, donc tu peux te positionner à un endroit, puis à un autre complètement à côté. Il faut observer un peu ce que les autres joueurs veulent faire pour essayer de les bloquer sur les différents endroits. Tour de jeu très fluide. Très fluide, Tu tu poses prends, une tuile, tu poses, ouais. exactement. Donc ça va très très vite, c'est des parties qui durent 30 minutes. Voilà, l'inconvénient de Rebirth, c'était son prix. En VO, il était sorti que, je crois, entre 60 et 80 euros, si je dis pas de bêtises. Et là, je crois que Lucky Duck le font descendre à 35-40, si je dis pas de bêtises. Donc ça devient vraiment Donc ça devient intéressant. vraiment intéressant pour un jeu avec ce matériel. Et ils ont juste diminué la taille des pièces pour que ça rentre dans ce prix-là. Il y a deux maps. Une map Écosse, qui est celle-là, qui est la plus accessible, et Irlande qui est derrière, qui est un peu plus gamer. Donc voilà, un chouette jeu aussi qui arrive en français pour tout le monde à un prix intéressant. A Wild Venture. Alors, Wild Venture, donc c'est un jeu de tableau de cartes. Pour moi, il y a un petit côté. Il m'a dit Guillaume, mais un jeu que j'ai pas joué, c'est Elysium, où tu construis un tableau de cartes qui va mourir au fur et à mesure, et puis tu vas reconstruire des cartes Ouais. pour le faire vivre en permanence. Un jeu des Space Cowboys de 2015. Ouais. Voilà, j'ai pas joué, donc je peux pas trop dire. Ou un peu Paper Tales, moi c'est celui que j'ai joué qui me faisait un peu penser à ça avec les cartes qui meurent. Et après c'est très classique, c'est-à-dire on va se construire un tableau, les cartes vont comboter, on va permettre de piocher plus de cartes, d'avoir plus de ressources, de se déplacer aussi un peu sur une map pour collecter des différents bonus et s'améliorer. Et le but ça va être de scorer un maximum de points de victoire. La partie se termine sous trois conditions. Les illustrations sont magnifiques, c'est un jeu uniquement de joueurs. Je pense que c'est un des jeux sur lesquels dont beaucoup de gens ont de l'attente. C'est fait par Pika Studio, qui est en fait un spin-off de Fantasia Games, qui ont fait le terrible Unconscious Mind. Et c'est leur version c'est leur boîte d'édition un peu plus light, si tu veux. Un peu comme Mind Clash avec Mind Clash Play. Eux, ils ont fait Pika, qui est un peu plus tranquille. Et donc le jeu était très intéressant. On a trouvé, nous, dans notre partie, que le jeu traînait en longueur, quand même. C'est minimum 45 minutes. Nous, ça a duré 1h15 pour un jeu à 2 joueurs de cartes. Ouais, moi j'aime bien les jeux de tableau de cartes qui sont un peu plus incisifs généralement. Voilà. Et là, c'est pas le cas. En fait, la partie se termine souvent quand tu as fini le paquet de cartes. Et le paquet de cartes, il est gros comme ça. Et tu dois piocher toutes les cartes. Et tu pioches pas les cartes par 10 comme dans Race for the Galaxy. Donc, il y a un moment, ton moteur il se crée, mais il se détruit aussi. On a trouvé que ça traînait un peu en longueur. Il faudra en refaire d'autres parties pour voir. Apparemment, toutes les parties sont assez différentes en fonction de quels animaux sortent. Ça peut accélérer les parties. Nous, l'expérience qu'on a eue sur une partie, c'est bien, mais j'aurais aimé limite jouer avec la moitié du paquet, ça m'aurait suffi. Et avoir quelque chose de plus nerveux. Mais ça va très bien se vendre. C'est clair.
Dadada qu'on connaît déjà en version originale, qui arrive là, c'est distribué par Pixie Games. C'est ça. Là, on a fait un saut à Pixie rapidement. Un Et jeu où donc, tu crées un langage ouais, de toutes pièces à partir de phonèmes et d'images. Et je me rappelle d'une partie mémorable qu'on avait fait ensemble, c'est un jeu ah ouais, excellent. assez Ouais, magique, ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. Donc ça encore, super bien d'avoir des éditeurs qui prennent ces jeux-là pour les mettre en VF parce que ça vaut le coup d'être découvert. Je crois que Simon Dupastan l'aime bien aussi. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est un jeu assez unique en son genre, hein, qui peut vraiment procurer des sensations très fortes. Il est dans la tombola, d'ailleurs. Vous pouvez le choper si vous participez. Matago, ils ont plusieurs jeux. Bon, il y a les excellents Arcs et Seven Yokai qui sont déjà sortis. Pour la fin d'année, ils ont un jeu à solo ou deux joueurs qui s'appelle Kinfire Delve, qui est un jeu, un espèce de donjon. Alors, je joue pas trop à ces jeux-là d'habitude, mais c'est des jeux d'exploration de donjons, mais dans un paquet de cartes Hmm. où tu vas avoir un personnage avec des cartes action et tu vas devoir les combiner pour vaincre des monstres. Quand tu vaincs des monstres, tu vas creuser dans le paquet de monstres, en fait, tu vas en faire apparaître de nouveaux. Et quand tu arrives au bout du paquet en bas, tu vas affronter le boss final et tu vas essayer de le vaincre avec ton partenaire. J'ai trouvé que le jeu était, pour le coup, 45 minutes, dépasse pas, donc un bon format à deux joueurs. Tu sens vraiment le côté coop parce que tu as vraiment cette idée de temporisation des fois, de ne pas frapper des monstres tout de suite pour dire attends celui-là j'attends un peu pour le frapper plus tard avec d'autres cartes. Assez expert au final, on a trouvé la difficulté assez élevée. On s'en est tout juste sorti avec Auguste quand on l'a fait ensemble. Vraiment, je l'ai joué au flip en fait, mais là il sort maintenant. Et c'est vraiment un chouette jeu. Très 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 bonne pioche pour les gens qui aiment du solo deux joueurs. Il y a trois boîtes qui sortent. Je crois que c'est 17 balles la boîte. Ah ouais, Donc c'est pas cher. ouais, c'est malin. Et c'est magnifique en termes de DA, c'est magnifique. C'est des cartes un peu comme Etherstones là qu'il y avait, Mhm. donc une super belle DA. Et en fait, comme ne, tu dois vider le paquet à chaque fois, mais contrairement à Wild Adventure qu'on parlait avant, là en fait tu vas meuler le deck. Donc quand tu vas battre un monstre, par exemple, ils vont dire bah, meulez 5 cartes et prenez la suivante. Donc il n'y a pas toutes les cartes qui apparaissent dans une mission. Tu Ouais, vas ça pas fait une passer toutes les... rejouabilité aussi. Exactement, voilà. Du coup, tu n'as pas l'impression d'avoir passé tout le paquet de cartes en une partie. Et donc tu peux rejouer plusieurs fois. Donc Chouette. très très recommandé, très bon produit. Là tu vois un peu bah, voilà, les cartes qui sont là, avec le donjon au milieu et les différents effets qu'il y a. Je sais pas si c'est le boss là ce qu'ils ont, mais voilà, en général tu peux choisir de frapper ou d'interagir avec la carte du haut, la carte de gauche, de droite ou du bas. J'ai joué celui qui est à droite qui est Tango. Ah oui. Que j'ai joué avec Xavier, un de mes voisins de Suisse que je salue, qui regarde la chaîne aussi et qui m'a fait découvrir ce jeu de pli à deux joueurs très intéressant qui justement s'appelle Tango parce qu'il y a une espèce de mouvement à deux temps où tu vas jouer une carte puis l'autre, tu joues deux fois une carte à tour de rôle et tu vas résoudre les plis comme ça. Et il y a une notion très intéressante de carte, de plis que tu vas laisser, de plis que tu vas prendre. C'est très déconcertant au début. Et c'est un jeu que j'aurais envie de rejouer pas mal, donc je le recommande. On continue Matago avec Peak Team. Exactement. Donc Peak Team, c'est leur dernière sortie de tout ce qu'on a vu. C'est un jeu coop entre 2 et 5 joueurs. 2 joueurs on oublie, hein. Il y a encore Nils qui l'a testé sur sa chaîne il n'y a pas longtemps. Il a confirmé que il appelle ça du vol. Donc à jouer entre 3 et 5 joueurs. C'est un jeu coop un peu. Alors c'est pas Pandémie-like, mais c'est encore en tout cas un jeu pareil où tu vas jouer des cartes pour te déplacer à certains endroits et interagir. Et ça va être un puzzle logistique dans le sens où on va avoir des explorateurs qui doivent aller interagir dans différents endroits dans un parc national. Et le twist, c'est que tu vas avoir des cartes au début de ton tour. Tu vas en passer la moitié à ton voisin de droite et la moitié à ton voisin de gauche. Et c'est eux qui vont jouer avec. Donc, Oui, tu... voilà pourquoi ça marche pas à deux. Oui, c'est apparemment... Moi, je n'ai pas testé, mais apparemment, c'est vraiment... En plus, tu joues avec un joueur neutre, Ouais, tout ouais, ça, donc classique, ouais. voilà. Mais voilà, à partir de 3 c'est vraiment très intéressant. Tu splits ta main, tu en donnes une partie à un joueur, une partie à l'autre. Et puis lui, après, avec ses cartes qu'il a récupérées, bah, il va devoir essayer de comprendre ce que toi, tu as pensé qu'il devait faire avec ses actions et le gérer. C'est
Début d'initié, j'ai envie de dire. Plus tu montes il y a différents niveaux. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Le 1, pour des joueurs, ça va les laisser sur leur faim. Nous, on a fait le 2 et le 3 cette semaine avec une boîte à la maison. Le challenge est déjà plus relevé. Bon, ça en est quand même sorti assez facilement. À voir le niveau 4 et 5. Mais voilà, j'ai trouvé que le jeu proposait vraiment des choix intéressants, de temporisation aussi. Pareil, des fois, tu vas pas vouloir utiliser toutes tes cartes, tu vas vouloir les garder, parce que celles qui sont gardées, de toute façon, tu pourras les donner au tour d'après. Donc, tu as vraiment des choix de te dire, est-ce que je garde pas des cartes pour les tours suivants? On joue à tour de rôle, tu peux jouer une carte devant toi, Mhm. ou plusieurs, décider de passer, les joueurs jouent, puis ça revient à toi. Donc, tu peux jouer un petit peu, faire jouer les autres, pour que tu Temporiser. débloques des Ouais. choses, exactement, pour que toi tu puisses après rejouer. Donc il y a vraiment des idées qui sont très très intéressantes. J'aimerais bien faire un scénario 4 ou 5 pour voir si on arrive à un niveau de difficulté qui peut intéresser des joueurs Confirmé. un peu plus Ouais. confirmés. Mais en tout cas, pour jouer avec des enfants, pour jouer avec des gens qui veulent jouer plus tranquille, c'est un super jeu coop. Moi j'ai vraiment bien aimé. Ouais, mais le twist de passer sa main, de la diviser, c'est intéressant, ça renouvelle un peu les sensations d'un Complètement. jeu à la pandémie. Hein. Complètement. Et des fois, les gens te regardent en mode, bah, je suis désolé, j'ai rien pu. Et puis des fois, les gens qui disent, ah, je te file des super cartes. Puis toi, tu les reçois et tu dis, attends, mais qu'est-ce qu'il a vu Que j'ai pas avec vu. ces cartes que j'ai pas vues pour que ça marche, tu vois? Excellent. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Alors, Lightspeed Arena, un jeu auquel Mounir et moi on a joué 2 fois Vous avez déjà, joué. figure-toi. Alors, On a qu'est-ce joué que t'en chez penses? Un Train Fin. Eh ben, c'est particulier. Hein. Tu joues Ouais. pendant 1 minute et tu passes plus de temps à résoudre avec une application pour voir ce qui s'est passé que de poser tes tuiles. C'est soit un coup de génie, soit un non-jeu, selon comment tu te positionnes. Et avec qui tu joues. Ouais, je pense que voilà, ça peut complètement trouver son public. J'ai vu des retours assez enthousiastes, mais c'est clairement un jeu à essayer avant d'acheter parce que je pense que certaines personnes peuvent complètement passer à côté de l'expérience. Bah, déjà, c'est des jeux à un temps limité. Donc, tu as la pression sur le temps de jeu. Tu poses 6 tuiles, tu as je crois 10 secondes par tuile, C'est donc ça. tu joues 60 secondes. Donc ça pas une de stresse, plus. il y a beaucoup de gens, ça les stresse. Hein. Après, c'est résolu par une application, donc il y en a certains, ce côté application les freine aussi. Donc à la table, il y avait moitié de gens qui étaient convaincus et moitié de gens qui étaient complètement réfractaires Je pense à que ça. soit tu adores, soit tu détestes. Vraiment, Mm. parce que c'est... T'as l'impression de ne pas jouer, et puis la résolution, elle est un peu laborieuse. T'as tout le temps envie d'appuyer pour que ça avance, et en même temps, c'est le moment où il se passe des choses. Et je pense qu'effectivement, si tu arrives à mettre un peu de la théâtralité dans cette résolution, à vraiment faire le monsieur loyal, à ce qu'il y a un peu d'ambiance et tout, il peut peut-être se passer quelque chose. Mais la première partie que tu fais, en fait, tu comprends rien. Je comprends rien. Ouais. Et en rejouant, j'ai un peu plus vu ce que je faisais. Tu essaies vraiment de viser les adversaires. Il y a des côtés assez malins, parce que tu as des boucliers, mais seulement liés à certaines couleurs de laser, etc. Les lasers les plus forts sont ceux que tu joues à la fin, Oui, qui vont être déclenchés en fin de partie. c'est Donc, ça. ils peuvent se faire détruire avant. Ouais, Mais pour ça, il faut être capable d'avoir cette vue d'ensemble, de se ouais. dire, parce qu'en plus l'icono, enfin, il y a beaucoup de couleurs, donc on a du Ah oui, mal à voir. c'est pas très lisible, mais ça Ouais, fait partie de l'expérience. exactement. Donc, À ouais, rejouer en tout c'est cas. vraiment à essayer, en tout Mm. cas, avant d'acheter. Mais je pense que, ouais, si vous êtes friand des applications, si vous arrivez à y mettre un petit peu d'âme, bah, Romain aime bien, apparemment, il aime beaucoup. vous pouvez complètement tomber amoureux du jeu. Aquaria de Thomas Solek, l'auteur de SETI, qui va arriver en version française chez Intrafin pour SN. Un thème de poissons, on va ramasser des poissons et les mettre dans son aquarium qui est à peu près devant nous. C'est ultra classique. Le jeu marche. C'est des Déjà, cartes faut le dire. qui synergisent entre elles. On va se déplacer, en fait, tu vois, l'espèce de zone au milieu qu'on voit sur l'écran. Et on a un pion et en fait, on va se déplacer d'une zone à l'autre. Si on se déplace d'une zone qui est adjacente, on fera une action plus un bonus. Et si on va un peu plus loin, ben, on n'aura pas le bonus. Les actions, il y en a certaines, c'est gagner des cartes. Il y en a certaines, c'est bouger sur une espèce de piste très moche. Très, très moche. En termes de DA, vraiment, on dirait que le jeu il a été fait il y a 20 ans. Donc on se base sur une piste pour avoir des points bonus. On va placer des cartes dans son tableau qui vont faire tourner des curseurs qu'on voit sur les côtés un petit peu. Il y a 3 curseurs et 3 curseurs en bas. Bon, le thème, on le perd assez vite.
l'ADA n'aide pas, c'est peu excitant ce qu'on fait. Je trouve que ça fait vraiment vieux jeu. Hmm. Voilà. C'est pas mauvais. Ça trouvera peut-être sûrement son public, je ne sais pas, en partie. Le jeu est fluide, par contre, les tours se font assez bien, ça ne traîne pas en longueur, mais c'est pas excitant. Ça nous a pas du tout excité. Ben était ultra déçu parce que c'est un grand fan de SETI et c'est Hmm. l'auteur de SETI, donc il était parti avec des attentes énormes. Et bon, au bout d'un tour de jeu, ça a été la douche froide, quoi. On s'est dit, ah là, vraiment, c'est du vieux, quoi. Voilà. Donc, à tester, hein, pour se faire une idée, mais nous, ça nous a vraiment. Vous avez fait la partie complète? Non, on a fait la moitié de partie, mais j'ai pas vraiment envie de retourner, de retourner dessus. De Non, non, replonger. non, non. Il y a aucun passage où je me suis dit, tiens, là, le jeu, il apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Ensuite, chez Musoka Studio, Yami, dont on a pu d'ailleurs récupérer une boîte. Donc, on va pouvoir faire tourner ça. C'est la version française de Kakapo, que tu nous as fait découvrir. On peut retrouver ça dans les vidéos de débrief de Marathon. Un jeu de pli coopératif avec des polyomino. Donc, l'objectif va être de placer des polyomino qui, j'imagine, ici sont thématisés en esprit. On doit mettre des esprits autour de nœuds un peu maléfiques pour les soigner ou pour les libérer, quelque chose comme ça. Un joueur va ouvrir dans une couleur et c'est la personne qui va gagner le pli dans cette couleur qui va avoir le droit de placer un Un polyomino. polyomino, c'est la carte remportée en fait qui dicte le polyomino que tu vas placer. Donc si tu mets une carte forte, c'est un gros polyomino mais qui est difficile à placer C'est ça. forcément. Et tu vas t'agencer. Ils ont fait un énorme travail par rapport au jeu de base qui à la base, le jeu de base est juste un jeu avec des missions 1, 2, 3, 4, 5 sans aucune thématique particulière. Et là, ils en ont fait un jeu avec de la narration, un monde ouvert où on va aller dans différentes zones de jeu. Mais voilà, donc il y a un monde. On va avoir tout un journal de déplacement. On a tout un livret avec ouais, des missions qui sont Exactement, ouais, progressives et qui vont amener de la narration. Il y a vraiment une campagne, c'est ça. etc., Ouais. qui va arriver. C'est des parties assez courtes, hein, de 15-30 minutes, Mm. dont on s'imagine qu'on va pouvoir assez bien les enchaîner en famille, hein. C'est un jeu qui se destine à un public familial Ouais, clairement, qui clairement. sortira Mm. à Cannes 2026. Et ben, moi, j'avais adoré la découverte de Kakapoo. Et du coup, j'ai très envie de bien me plonger dans cette boîte. Je vais essayer d'y jouer en famille. Et je pense que ça va vraiment faire partie des jeux coopératifs à surveiller là dans la première tranche de 2026. Ouais. Arigato, un des deux derniers jeux de Ludonaut. Exactement. Donc on a bougé chez BlackRock, on a joué à Arigato, qui est un jeu de tableau de cartes. Comment on va décrire ça? Tu as un tableau de cartes, t'as des cartes en fait devant toi. Tu vas avoir une phase où tu vas choisir une carte que tu vas mettre dans ton plateau, deux cartes que tu vas défausser pour avoir des ressources et deux cartes que tu vas donner à ton voisin de gauche. Donc multi-usage. Et c'est du combo, c'est-à-dire que tu as des cartes qui combattent entre elles. Tu vas devoir donner certaines ressources sur tes cartes pour que après elles soient satisfaites. Quand tu joues une carte devant toi, elle va avoir un bonus passif en permanence qui va permettre de comboter. Mais aussi, comme tu n'as que 4 emplacements, tu vois, sur ton plateau, tu vas vouloir des fois les mettre à la retraite pour que donc tu perds l'effet permanent, mais elle va te permettre de scorer ou de débloquer d'autres choses après derrière. Et donc tu vas avoir ce choix de comment tu vas utiliser tes ressources, les comboter avec les cartes que tu mets devant pour que ça marche. Pas nécessairement donner des cartes intéressantes à l'autre joueur pour qu'il fasse ses combos à lui. Et on a vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, je ne sais pas si ça vaut le coup d'être plus que deux joueurs. En vrai, à deux joueurs, ça suffit, hein. Tu laisses deux cartes. Comme ça, tu peux vraiment regarder ce que fait l'autre contre-drafter et peut-être avoir plus de choix qu'à trois, on ne faisait pas attention. Les combos marchent très très bien. Il y a vraiment des choix intéressants. Moi, ça m'a très vite parlé, puisqu'apparemment, j'ai pété le score du salon sur ce jeu-là. Mais voilà, ça m'a énormément plu. Avoir la rejouabilité.
À voir si au bout d'un moment, t'en as pas un petit peu marre. Mais en tout cas, très bon jeu de cartes à combo. Voilà. Il est Intéressant, dispo sur interactif. Board Game Arena pour ceux Ok, qui ont envie ok, cool. de l'essayer. Donc voilà, belle Ouais. production, rien à dire. Je sais pas à quel prix il sort, mais je pense qu'il n'est pas trop trop cher. Et voilà, on a bien aimé. Ton coup de cœur du salon, Mon je coup de cœur du pense. salon, ouais, Amanite chez Spiral exactement. Edition. Ouais, j'y suis allé sans savoir même ce que c'était. On a Le joué premier avec. jeu d'un auteur grec. Exactement, c'est ça, qui avait gagné apparemment l'année dernière un prix de Boulogne ou je ne sais Ouais, quoi. Boulogne-Billancourt, ouais. Exactement. On y a joué avec les Pro Meeple et Ben, encore une fois. J'ai même refait après derrière une partie avec Marie. C'était top, vraiment chouette jeu de bluff, déduction avec de l'information Partiel. partielle sur des champignons qui vont certains avoir des valeurs positives, d'autres des valeurs négatives, d'autres qui vont être empoisonnés, d'autres qui vont être des sérums pour se protéger contre les poisons. Et on va essayer de déduire un peu du comportement des autres, ce que nous on veut faire. Mais les autres ne savent pas non plus complètement quels sont les bons champignons, ils ont juste des bribes d'informations. Et donc on va tous se regarder un peu dans les yeux en mode, bon ben attends, s'il va là c'est que ça doit être bien. Mais en fait des fois, en fait l'autre il en sait rien non plus. Et il y a un mécanisme très intéressant de I split you choose, où en fait un joueur va s'y mettre et va proposer de séparer en deux les lots de champignons dans la zone en question. Et l'autre joueur va venir aussi et ils vont se partager ces champignons. Et donc, tu as vraiment un côté tempo aussi. C'est vraiment très très intéressant. On a rigolé comme jamais. Il y a eu des coups fourbes, il y a eu des éclats de rire. Et en fait, jusqu'au bout, on ne sait pas quel champignon est quoi. Et il y a cette phase de révélation où on va révéler, bah tiens, le champignon jaune, en fait, c'était le poison. Et tout le monde est là, non, j'en ai 6. Je pensais que c'était les points positifs, etc. Tu m'as roulé dans la farine parce que je t'ai cru à tel tour quand je t'ai vu partir là-dessus. Tu débriefes après, quoi. Tu débriefes après, ça crée des moments vraiment très très forts. Ça se joue pas pour moi en mode trop sérieux Oui, c'est un jeu dans le qui se veut sens. familial. Ouais, si tu joues trop en mode sérieux, en essayant de tout déduire, il n'y a pas d'ambiance autour de la table et j'ai vu des parties où les gens se regardaient, parlaient pas et du coup le jeu tombe un peu à l'eau. Par contre, si tu as les bonnes personnes, ça charrie, il y a vraiment des coups bas et voilà, il faut le jouer sans pression, c'est vraiment un super jeu. On Ouais. On continue? continue chez BlackRock, on a joué à un jeu qui était à côté parce qu'il était disponible, Viva Katrina inspiré Du folklore mexicain. folklore mexicain. Pose de tuiles, voilà, tu vois sur le plateau, tu vas pouvoir prendre une tuile, soit les deux les plus à gauche, soit les deux les plus à droite. Ça nous a fait penser à The Estates, même si c'est pas le même. Mais voilà, tu prends un des bords, tu prends ta tuile, tu la mets dans ton plateau, et au jour suivant. Donc c'est immédiat, ça se joue bien. Pas d'interaction, du coup. Ouais. Zéro interaction. Zéro. Tu vas toujours prendre la tuile qui t'intéresse, tu vas pas vraiment contre-drafter pour l'autre. Le but c'est de faire des zones qui sont jolies, de ramasser des ballons. Voilà, j'ai joué avec Ben et encore une fois les Pro Meeple. Le jeu fonctionne, mais qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il révolutionne absolument rien. Donc C'est joli. voilà, c'est joli, c'est un peu lisible, ça nous a vraiment fatigué Ouais, c'est un peu trop chargé. trop chargé, ouais. Donc on voit plus rien à un moment, c'est des ballons bleus, des ballons rouges, on sait plus trop où on en est. Dans un monde où il y a des jeux de pose de tuiles qui sont vraiment très très bons et qui existent, à part si on aime la thématique et qu'on est attiré par la DA, le jeu n'apporte pas grand-chose malheureusement, mais il a le mérite d'être là, quoi. Tag Team, dont tu as déjà fait pas mal de parties. Ouais, 10-15 parties, je Et moi pense. aussi, j'ai commencé à le doser un petit peu. C'est un jeu qui est quand même intéressant dans ce qu'il arrive à reproduire, donc qui Mhm. simule un jeu de baston type jeu vidéo, Mhm. mais en 2 contre 2. C'est le twist qui est assez intéressant. Il suffit d'éliminer un des deux combattants adverses pour l'emporter, mais on va à la smash-up, mixer deux decks et les construire au fur et à mesure de la partie, avec un système d'auto-battleur que je trouve vraiment solide, Mhm. qui vient dialoguer avec Challengers, je trouve. Il y a vraiment, on est à peu près au même niveau en termes de système vraiment qui tourne, dans le sens où nos cartes vont à chaque fois être retournées
dans le même ordre et la seule décision qu'on va avoir, c'est où est-ce qu'on va intercaler la nouvelle carte qu'on ajoute dans notre paquet. Et ça, c'est pas mal parce que ça laisse la possibilité de vraiment revisiter les personnages et de leur donner vraiment une couleur. Ils ont bien sûr leur propre gameplay, Très asymétrique mais comme Dice certains, World. ouais, c'est ça, certains vont être très offensifs, mais on peut les faire plus défensifs en fonction de si on met des cartes plutôt de blocage ou d'attaque. C'est un jeu que j'ai encore envie de creuser, mais qui, moi, me plaît. Je le trouve assez frais. Je sais que toi, tu ne le portes pas au nu, mais qui te manque un petit quelque chose, mais que tu apprécies tout de même. Oui, oui, c'est ça, j'apprécie. Les parties sont rapides, donc déjà, à partir du moment où les parties sont rapides, c'est déjà pas mal. Là, je l'ai fait jouer à Ben qui ne l'avait pas joué. Moi, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est ce côté. Donc, on insère la carte. Ça nous donne une illusion de se dire, allez, je vais l'insérer là pour essayer de bloquer un peu la carte. Mais au final, comme l'adversaire le fait au même moment, en fait, ça génère du chaos où c'est difficile de vraiment contrôler si nos cartes vont bien s'aligner dans le bon ordre ou pas par rapport à l'autre, parce qu'il y a des cartes de blocage, d'attaque et de défense. Et donc, des fois, en fait, on se retrouve à faire des blocages dans le vent ou des attaques dans le vent. C'est un jeu qui est fait pour être fun pour moi. C'est Voilà, pas un c'est jeu ça, qui est exactement. compétitif, qui est Exactement. extrêmement stratégique, mais il y a une scénographie qui est assez Oui, sympa oui, parce que vraiment on révèle les cartes, bam, c'est je te mets un immédiat. coup, ah là tu m'as Hmm. bloqué, etc. Donc si tu le vois comme un jeu fun qui a une forme de théâtralité dans sa résolution et où la phase d'auto-battler n'est pas juste une bataille, une résolution automatique, mais qui a un moment où tu mets de l'emphase sur les coups qui passent, Hmm. etc., sur les retournements de situation. Là, en fait, on prend du plaisir au spectacle qui se déroule devant nos yeux, Hmm. je trouve. Effectivement, si tu commences à titiller la mécanique, à vouloir tout contrôler, C'est ça risque un de te peu moins ça. frustrer Donc plus ça qu'autre ça m'a chose. laissé sur ma faim dans le sens où j'aurais aimé que je me demandais si on pouvait pousser le jeu un peu plus en mode compétitif, tu vois, parce que le jeu propose quand même des drafts de personnages. Donc il y a peut-être un côté, tu vois, est-ce que tu as envie d'en faire des compétitions de tag team? Et pour l'instant, je me demande si vraiment le jeu peut se jouer en compétitif, dans le sens où il y a vraiment ce chaos de placer les cartes qui fait que... Ouais, je pense Mais qu'il est voilà. vraiment pas fait pour ça, que c'est pas sa vocation. Mais je vois l'idée, hein, le côté draft de personnage, ça a dû te faire penser un peu à Gozooix, etc. On n'est pas du tout sur la même catégorie de jeu pour moi. Un autre jeu de cartes à deux, c'est Compile, qu'on avait déjà essayé, nous, en version originale, Ouais, qui là arrive en français chez Geek Attitude Games, du exactement. coup que tu as Des rejoué. Belges, c'est Ouais, ça? tout à fait, Ouais, des ouais. Bruxellois. Cette fois-ci, j'ai rejoué avec Max, mais oui, on a rejoué à Compile, que j'ai plus apprécié que la fois où on a joué ensemble, parce qu'on avait joué ensemble à l'époque. La plupart des gens adorent ce jeu. Mhm. Je suis peut-être un de ceux qui l'apprécient le moins. Voilà, moi j'ai un côté, le thème est très froid. Euh, Oui, il y a voilà. un truc d'abstraction qui est assez assumé, où les cartes Voilà. sont le feu, l'amour, l'énergie, ce genre de Ouais, choses, ouais, ouais. sont des La concepts un petit peu. mort, Ouais. des choses comme ça. Bon, peu importe. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Par contre, le jeu fonctionne très bien. Il y a vraiment cette sensation de contrôler des territoires à la Ah, Bestiole en guerre, ouais. Erlan NC, et à la fois le draft de personnages un peu à la Ghost Donc, c'est un jeu qui est qui pour le coup, lui, peut se jouer très compétitif et trouvera énormément de gens. Moi, je crois que je préfère quand même le côté, l'ambiance et tout de Bestiole en guerre. Mais celui-là est une très bonne pioche et va convaincre beaucoup de monde, Ouais. surtout les joueurs un peu plus experts peut-être. Déjà arriver à se faire sa place dans ce genre hyper saturé des jeux de cartes à deux joueurs, c'est déjà un bel exploit. Mennefer, on n'en parle pas plus. En tout cas, il sort en français chez Asmodée, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Vous pouvez regarder l'ancienne vidéo pour voir ce qu'on en pense. Le dernier Voilà. débrief marathon. Carnival of Sins, un jeu en VO chez les Espagnols de Trangis Games, Hmm. qui là arrive en français également. Je crois qu'il sort pour SN, Ok. si je dis pas de bêtises, en anglais. Et du coup, en français au même moment. Euh, il a fait beaucoup parler de lui à Vichy. Il y en a qui ont énormément aimé. Hamza est très fan. La famille Levé était très fan aussi. C'est un jeu où on va avoir donc les mêmes cartes. On a 6 cartes.
on va les jouer donc dans des ordres différents. Et justement, ça va faire de la symétrie en fonction de qui la joue quand. En fait, on lance des dés au milieu et euh, il va falloir récupérer ces dés avec les cartes qu'on a jouées. Dans un ordre particulier, il y en a pour reprendre pour être premier joueur, il y en a où tu vas ramasser le dé le plus haut, il y en a où tu vas piquer un dé, il y en a où tu vas changer la valeur d'un dé. Et c'est un jeu un peu chaotique comme ça où on va jouer nos cartes, c'est assez interactif. Moi, ça m'a pas transporté, mais ça a beaucoup plu autour de moi. La production est très très belle, Oui, les le cartes jeu est sont joli, hein. dorées, donc quand même un jeu qui est intéressant et à se pencher dessus. On va récupérer une copie à Essen, donc vous aurez aussi mon avis Ok, dans les très semaines à bien. venir. J'y rejouerai avec plaisir. J'ai pas du tout Passer un mauvais moment. passé un mauvais moment. Non. Good Fortune, là on est côté Néoludis, Ouais, si j'en crois la nappe. exactement. Donc j'avais discuté avec Rachel en lui demandant quel était le jeu de Néoludis que je devais Essayez. essayer parce que j'ai dit que j'avais été moyennement convaincu par A Wild Venture juste avant. Elle m'a dit ah va regarder Good Good Fortune. Fortune, qui est un jeu à deux de tuiles. Tu vas pousser avec, tu vas prendre une de tes tuiles qui est devant toi. Là, tu vois, tu as plusieurs tuiles devant toi. L'adversaire aussi. Et en fait, tu vas pouvoir insérer ta tuile sur la lignée qui est au milieu, soit par la gauche, soit par la droite. Et si ça match avec les couleurs, tu vas pouvoir pousser la tuile de l'autre côté, la récupérer, la mettre dans ton scoring. Ok. Voilà, le scoring est assez intéressant. C'est un jeu où tu peux calculer pas mal de coups à l'avance, hein. Et voilà, très intéressant dans ce qu'il propose. J'en referai quelques parties avec plaisir. Je ne sais pas non plus si j'ai été transporté parce que le créneau de ces jeux-là est quand même vraiment saturé. Mais voilà, c'était pas du tout désagréable, un jeu intéressant. Du coup, l'interaction, elle se fait comment? Donc tu vas pousser une de tes tuiles qui est devant toi pour dire je vais jouer cette tuile-là au prochain tour. Le joueur d'en face à ce moment-là pousse une de ces tuiles et les tuiles elles ont des numéros. Et on va résoudre soit de la plus basse à la plus haute, soit de la plus haute à la plus basse après. Donc tu as ce côté timing où tu te dis bon, lui il a joué un 18, si je mets au-dessus, c'est moi qui vais jouer en premier, donc je vais pouvoir faire ça, donc lui après il lui restera ça et ça comme choix. Au contraire, si je joue après, il va la mettre sûrement là, dans ce cas je pourrais récupérer ça, mais s'il la met de l'autre côté, je pourrais faire ça. Donc tu as un côté calcul, un peu comme des jeux abstraits, où tu calcules des coups dans un sens ou dans l'autre, tu fais toutes les possibilités et tu vois un peu ce qui se passe. C'est un jeu qui se rapproche énormément de jeux abstraits, c'est intéressant. Tianxia, une sortie Board and Dice pour Essen qui va arriver chez Pixie Games. Donc on avait pas mal d'attentes sur ce jeu-là, hein. Nouveau T-Game, grosse sortie poussée par Pixie Games. On y a joué avec Ben, on y a joué avec Jérémy de Punchboard et avec Max du coup. Merci déjà à Pixie pour nous avoir bloqué la table, nous avoir expliqué les règles, nous avoir accompagnés sur cette partie qu'on n'a pas fini, on a fait à peu près la moitié de la partie. L'idée du jeu et le twist qui essaye de le démarquer un peu, c'est comme The Great Wall, tu vas avoir des envahisseurs qui arrivent par un côté de la carte, en fait, et tu vas devoir les défendre un peu en mode semi-coop, c'est-à-dire que si tu aides pas, ils vont s'infiltrer un endroit et commencer à détruire ce qu'il y a dessus, notamment tes bâtiments à toi, et tout le monde va perdre des points de victoire. Et tu vas essayer d'aider à les vaincre avec un principe de majorité. Donc plus tu aides à les vaincre, plus tu vas gagner des points de victoire. Moins tu aides à les vaincre, moins tu vas gagner 2 points. Donc, ça, dans un Eurogame, c'est plutôt frais, dans un Eurogame de conversion de ressources. Absolument. Enfin, du coup, ça existait déjà avec The Great Wall, mais il n'y a pas 1000 jeux qui font ça. Donc, très intéressant. Ce qui nous a beaucoup refroidi, c'est qu'en fait, ça, c'est qu'un mécanisme du jeu, mais à côté, pour y arriver, on va passer notre temps à poser nos jetons sur des endroits et faire de la dinette, donc échanger du bois contre des pièces contre des bagues qu'on va commercer pour avoir des casques, et avec les casques, on va avoir de la pierre, et avec les pierres, on va construire des murailles. Et donc, en fait, c'est laborieux les 3/4 de la partie, on passe son temps à échanger des ressources sur lesquelles l'interaction est très limitée, hein. La dinette, tu l'as fait avec le jeu, tu l'as fait pas avec les autres joueurs.
Donc après, c'est classique, hein, on monte sur des pistes, il y a des bonus partout. La mise en place est assez longue parce qu'il faut mettre un tas de choses sur la carte parce que de base, le plateau est vide. Donc il faut mettre tous les jetons partout et il y a plein de jetons, plein de choses à collectionner. Tu as des pistes annexes encore où tu peux récupérer des choses. Et donc le jeu déborde de choses un petit peu partout. Pas forcément lourd dans les règles, mais il n'est pas du tout élégant. Donc toi, je pense que ça t'assommerait direct parce qu'en plus le jeu du coup est long. Les tours de jeu sont assez longs. Et même nous, on a été un petit peu assommés par le jeu. Après, voilà, toujours pareil, c'est un jeu testé en salon, Ouais, bien donc sûr. on prend toujours les pincettes sur ce qu'on dit. On est aussi des blasés de l'Eurogame parce qu'on en a joué beaucoup, donc ça ne veut pas dire que ça n'intéressera pas certaines personnes. On en a marre aussi des jeux à dinette, donc dès qu'il y a ça, tout de suite, avec Ben, on était un peu perdu, tu vois, dès qu'on a commencé à nous dire qu'il va falloir échanger telle ressource pour telle ressource, etc. On s'est dit, bon, bah, il y a déjà des jeux qui font ça très bien, il y a du Amalfi, des jeux qui s'assument complètement dinette, il y en a plein. Et du coup, en fait, le fait que la dinette ne soit qu'un élément du jeu et qu'à côté de ça, tu vois, on ne savait pas trop comment se mettre sur ce jeu-là, donc on n'a pas fini la partie. Le sentiment, Jérémy a bien aimé quand même de Punchboard, il a envie d'en faire une partie complète. Max a dit qu'il en ferait une partie complète aussi. Ben et moi, je pense qu'on n'ira pas plus loin sur ce jeu-là. On n'a pas eu trop envie de continuer. Bon, voilà. Ça peut plaire à certaines personnes. Je crois que Swash, François de 20 jeux a plutôt bien aimé. Donc il y en a qui aiment, hein. Les aficionados, je pense, de T-Game aimeront. Mais nous, ça nous a paru pas tant innovant que ça au final. Par rapport à la promesse qu'il y avait, qui était Hmm. belle, en fait. Dragonnier, chez Super Meeple, localisation de Mind Clash. Un jeu moins expert que d'habitude chez Mind Clash. On n'est pas du tout sur du Voidfall, hein. Ouais, c'est C'est même un... Clash Play, Ouais, c'est ça. Donc c'est la branche un peu plus initiée, on va dire. initié. Ouais. Thématiquement, c'est un jeu où on dresse des dragons. Oui, on va capturer des dragons, on va les mettre dans ces zones de jeu et en gros, le principe c'est de scorer un maximum de points de victoire. C'est très simple pour scorer, on met du rouge sur du rouge, du vert sur du vert, du bleu sur du bleu. On a des territoires qui sont rouge, bleu, vert, des dragons qui sont rouge, bleu, vert et on essaie d'avoir des dragons sur des zones à dragons, etc. Donc, je me pose des questions sur le jeu pour moi est vraiment début d'initié. Vraiment, je pense qu'on peut y jouer avec des enfants, donc ça c'est assez cool. En revanche, la mécanique de placement d'ouvriers est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on va on a des ouvriers, on en a un certain nombre, on en a 10 en fait, et on va faire du bidding, comme on dit en De français, de l'enchère. l'enchère, où on va, par exemple, si on met 4 ouvriers, on va se mettre tout à droite niveau 4, et après on va résoudre en fait chaque zone de jeu Hmm. par rapport à Au nombre celui que qui a t'as. Ouais. misé le plus Ouais, va ouais. jouer en Ok. premier, celui qui va jouer après, etc. Et ça va tourner un peu comme dans Luthier on va parler après. Cette mécanique d'enchère, je trouve, est quand même plutôt réservée à des joueurs euh, Habitué, déjà ouais. habitués plus que un premier jeu expert. Tu vois, parce qu'il faut quand même vraiment calculer le coût de chaque action. Mhm. C'est très interactif pour savoir où se placer, regarder si on est dernier joueur ou pas, gérer tout ça. Donc j'ai trouvé ça, et moi ça m'a énormément intéressé, cette manière de jouer. Je trouve toujours très intéressante le bidding comme ça sur ces ouvriers. On va pouvoir aussi spécialiser ces ouvriers et du coup quand on va les utiliser, ils pourront plus être joués que dans une certaine zone du jeu, mais par contre on va les récupérer à la fin. Alors que là, sinon les autres ouvriers, on les perd Hmm. quand on les met. Donc il y a toute cette gestion d'ouvriers à avoir. Donc j'ai trouvé que dans les principes de jeu, le jeu était plutôt dans le haut de l'initié, tu vois, dans ce côté bidding en chair. Mais le scoring t'a paru un peu trop Mais le simpliste. scoring, on prend des rouges pour mettre sur des rouges et des bleus pour mettre sur des bleus. Ça m'a vraiment déçu, en fait, d'avoir cette inadéquation entre une mécanique de pose d'ouvrier plutôt experte avec une mécanique de scoring très basique.
en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus gêné dans le jeu. Je trouve que le jeu est très bon. C'est marqué à partir de 12 ans, oui, même 10 ans, je pense, clairement. Mais pour des gens qui sont un peu joueurs, mettre du rouge sur du rouge et du bleu sur du bleu pendant 4 tours de jeu, bah, c'est pas très très excitant en fait, j'ai trouvé. Et c'est vraiment dommage, je trouve, de ne pas avoir proposé un jeu qui, au lieu d'avoir le cul entre deux chaises, bah, peut-être proposer soit une mécanique de scoring plus intéressante que juste ça, ou alors au contraire bah, un placement d'ouvrier plus familial. Mais voilà, c'est mon ressenti sur le jeu. Le jeu est bon, il fonctionne. On n'a pas passé un mauvais moment. J'y rejouerai pas pour Et autant. sur le même stand, Super Meeple, Sanctuary, auquel tu avais déjà joué au flip. Ouais, exactement. Donc Sanctuary, j'ai refait une partie pour voir un petit peu plus par rapport au flip. Donc Sanctuary, C'est le jeu de c'est pose de tuiles dans l'univers d'Ark Dark Nova. Nova, exactement. Une tentative de Fireland de faire un jeu qui ne s'adresse pas au même public que les gens qui jouent à Ark Nova, de s'adresser à des gens qui trouvent que Ark Nova c'est trop lourd et qui veulent un jeu qui soit vraiment beaucoup plus accessible, quand même avec la même thématique et quand même assez satisfaisant. Et pour le coup, ils y croient beaucoup. Le jeu, pour moi, remplit son pari. Donc, c'est un jeu qui se joue à peu près en un peu plus d'une heure à trois joueurs. À peu près, à chaque fois, ça a été ça, une heure et quart, je dirais. Qui est très immédiat, hein. On prend une tuile, on pose une tuile. Il n'y a pas de ressources dans le jeu, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'enclos à gérer. Il y a juste son espace, les tuiles qu'on ramasse et là on va les mettre. Inconvénient, bah, tous les gens qui jouent à Ark Nova seront Préféreront jouer frustrés. à Ark Nova. Il n'y a aucun monde où je verrai quelqu'un, à part quelqu'un qui veut jouer avec son enfant, mais sinon, aucun joueur d'Ark Nova jouera à Sanctuary. Parce qu'en plus, quand tu as l'habitude de jouer à Ark Nova, tu joues déjà en une heure et demie. Donc, gagner 20 minutes ou une demi-heure en perdant tous les fondements de la stratégie, parce que du coup, le jeu est plus tellement stratégique. On dépend énormément des tuiles qu'on tire. Il n'y a pas de moyen d'aller chercher dans le paquet de tuiles une tuile qui nous intéresserait. Donc si on part sur une stratégie prédateur et puis qu'il n'y a pas de prédateurs qui sortent, il n'y a aucun moyen d'aller chercher des prédateurs. Il y a moins de flexibilité en fait dans le jeu, donc tu es très lié à l'aléatoire. Voilà. Ce qui est bien dans la proposition, hein, Oui, d'en faire une absolument. expérience épurée, tactique. On peut pas tout avoir à un moment de Bah toute oui. façon, hein. On peut pas faire un jeu qui coche toutes les cases. Donc ils ont énormément simplifié le jeu au profit d'une perte stratégique quand même très importante et une perte de contrôle qui est aussi très importante. Le jeu après reste agréable à jouer, très immédiat. On prend une tuile, on pose une tuile. Voilà, bien équilibré de ce que j'ai pu voir. Donc un jeu intéressant pour le public qui vise du coup. Terrorscape, auquel tu avais joué l'an dernier à Essen et qui arrive là en version française. Chez Yellow, voilà, ça fait partie des jeux, je pense, chez Yellow qui m'ont le plus marqué. Il sort à 55 euros, donc pas cher vis-à-vis de tout le matos qu'il y a. Un jeu asymétrique où un joueur contrôle le méchant qui va essayer de tuer les rescapés et donc il voit pas exactement où il va, donc il est à l'aveugle. Et donc les rescapés vont devoir s'échapper en créant du bruit. Donc ça va donner des indices aux méchants sur où aller et dans quelle salle se déplacer pour essayer d'utiliser ses pouvoirs. Donc c'est un seul contre tous. C'est un seul contre tous, en effet. Et voilà, c'est agréable à jouer. C'est fun. Ça c'est fun, ça se joue en 45 minutes. Je continue à l'apprécier. Je pense que je vais l'acheter quand il sortira. Pas beaucoup des jeux comme ça. Il n'y en a pas énormément et ceux qu'il y a ne fonctionnent pas très très bien. Et celui-là, pour moi, est celui qui est la meilleure proposition. Donc, Pas trop lourd en manipulation, pas assez du tout. fluide, ouais. Non, non, pas du tout. Pour le coup, C'est quoi le ultra système? C'est fluide. des points d'action? C'est des cartes que tu joues. Tu peux en jouer une ou deux à ton tour et décider où est-ce que tu te déplaces. Tu te déplaces dans une zone, tu joues une carte et tu fais l'effet de la carte. Mettre un coup de tronçonneuse, barricader, fouiller pour ramasser des clés pour pouvoir s'échapper. Vraiment un jeu qui, pour 100 euros, c'est trop cher. Par contre, pour 55, ça commence à être vraiment très très intéressant à sortir.
Et Fromage, que j'ai déjà vu tourner quelques fois en VO, qui est un jeu avec cette grande roue là, où on va poser des ouvriers sur la roue. On a 4 zones de jeu. Chaque joueur va être en face d'une zone de jeu. On fait du placement en simultané et on va récupérer nos ouvriers quand ils nous font face de nouveau. Mais ça peut être, on peut les récupérer des fois alors que la roue est en face de nous. Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont devant nous qu'on récupère. Tu vas mettre des fromages aux endroits où tu te mets et c'est des majorités à peu près à ce niveau-là. Tu fais un petit peu des contrats qui peuvent permettre de faire des bonus aussi. Il y a différentes manières de scorer. Mais globalement, c'est des majorités en fait sur les différents plateaux. Tu as des majorités par où il faut être présent dans chacune des zones, un où il faut être présent au maximum dans une zone, un où voilà, tu vois, tu as un peu des différents types de majorités qui peuvent exister. Ça a l'avantage de se jouer en 45 minutes à 4 joueurs. Et le jeu est fluide et agréable. J'en referai pas 1000 parties, mais c'était agréable à faire. Et la production est belle. Kikai, un jeu à 2 joueurs. Adapté de Bricolage Heads en VO. Exactement, que tu as quelque part dans ta ludothèque, je pense. Oui. Un très bon travail qui a été fait pour proposer un jeu à 45 € avec tout le matériel qu'il y a dedans, du plateau double couche, 2 modes de jeu différents, le mode classique et un mode revisité un petit peu, avec des équilibrages qui ont été très très malins. Vraiment, Flo, il a fait un super travail sur le jeu. C'est pas si expert que ça. Faut pas se dire. Les règles sont abordables, Ouais. mais c'est un jeu où tu peux te louper. En tout cas, la version originale. C'est moins le cas maintenant. Le jeu est plus équilibré pour être moins punitif. Tu rentres moins dans un mur si tu te trompes sur certains choix en début de partie. Et les règles sont assez abordables. Tu poses une carte, tu fais l'action dans la zone qu'il y a. Vraiment, je pense que ça peut intéresser. Il ne faut pas se dire sur ce jeu-là, ouais, ça va être un jeu très expert. Je pense que vraiment des gens qui sont initiés plus peuvent vraiment s'aventurer sur ce jeu-là. C'est un jeu un peu de réseau, tout ça, donc c'est pareil, ça peut faire peur. Avec des petites courses indirectes, une tension qui est assez présente. Hein. Ouais, moi c'est un des jeux préférés de l'année dernière. Je crois que toi aussi tu l'avais mis dans tes tops. Et je pense que voilà, cette nouvelle version vient vraiment sublimer l'ancienne sur pas mal de choses. Donc vraiment, ça vaut le coup de s'y pencher et de supporter ce nouvel éditeur. Hein, et ça se joue en 1 heure, 1 h 15. Oui, ouais. Très très bon jeu. Ouais. Les secrets de Wardenkin de Paolo Mori, un jeu d'enquête dans un cimetière adapté d'un recueil de poésie. Que tu es le premier à avoir. Merci de le signaler. C'est vrai, j'ai eu l'exclu, c'est dans la rétrospective Paolo Mori, hein, il nous en parlait dans les jeux à venir. Et donc là, ça arrive chez Bombix en 2026. Les retours sont extrêmement positifs sur ce jeu. Et donc, tu as fait le début. Oui, le début, exactement, pour voir un petit peu. Donc, c'est très simple. Hein. On va mettre ces pierres tombales dans l'ordre de A à Z, enfin A1, B1, C1, etc. Et après, on va avoir des scénarios. Et voilà, on nous dit rien, on va devoir juste observer les pierres tombables pour déduire des informations. Avec les épitaphes ou exactement, en fonction de là où les gens sont morts, en fonction d'indices qu'on peut observer dessus. On va faire des liens d'association et comprendre une histoire. C'est des histoires un petit peu séparées, mais apparemment, enfin on espère dans les autres scénarios qu'on ne nous a pas laissé jouer, le jeu justement propose de les interconnecter un peu comme détective, où on avait ça à l'époque. Donc il y a beaucoup de promesses. Sur les premières missions, ça nous a paru extrêmement facile. La première, c'est 30 secondes. La deuxième, c'est à peine 1 minute. En tout cas, on a vraiment des grosses attentes de voir qu'est-ce que c'est les scénarios 4, 5, 6, 7. Un peu de la même manière d'un Bombbusters, où on nous a laissé faire les premiers scénarios. Ça nous donnait un peu l'eau à la bouche, mais on avait envie de voir la suite. Et en tout cas, on se dit qu'il y a du potentiel sur ce jeu-là. Certains trouvent que la boîte, l'illustration est pas forcément très attirante. Moi, je trouve. En tout cas, il y a une direction artistique qui est assumée, très bande dessinée, un peu Blake et Mortimer, comme ça. Exactement, c'est pas faux. Ça permet au jeu de se démarquer. Je suis entièrement d'accord. Je trouve ça plutôt cool. Ah, Oh My Socks T'as joué à ça, toi ? Théo Rivière chez Helvétique, pas encore, mais je vais le recevoir. Donc on est sur Théo Rivière et Antoine Boza, un jeu très familial dans les petites gammes de petites boîtes de chez Helvétique,
avec un aspect draft collection. On a des flèches sur les cartes qui nous forcent de les passer à notre voisin de gauche ou à notre voisin de droite en fonction d'où pointe la flèche. Est-ce que ça t'a plu? C'est très très familial, je sais. Bah, j'ai préféré Cadeau, en fait. D'Anton Bozat. Ouais, qui fait à peu près la même chose, en plus fun, avec un petit point de bluff ou de magie. Là, c'est très basique. On tire une carte, on en met une devant soi, on en file une à l'autre. Les choix sont assez évidents. C'est-à-dire que tu as trois chaussettes. Le but, c'est de faire des paires de chaussettes pour scorer des points. Si c'est impair, ça score pas. Si c'est pair, ça score. J'ai trois chaussettes vertes. Je pioche une verte et une jaune. Je vais mettre la verte devant moi parce que ça me permet d'en avoir quatre. Ouais, pas trop Et de puis, dilemme, quoi. il n'y a pas de choix, en fait. Donc, il m'a vraiment manqué quelque chose. Il m'a manqué ce petit Ce petit truc. peps. Ouais, exactement, que j'avais dans Cadeau et que j'ai pas du tout dans celui-là. Je vois pas dans quel monde, si on aime ce genre de jeu, dans quel monde on choisit Oh My Socks plutôt que Cadeau. Amarok, chez Subverti. Alors, Amarok, du coup, c'est dans la même gamme que Symbiose. Ok. Non. Qui fait beaucoup parler de lui, hein, qui Ouais. est très apprécié. J'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que c'était un peu un skijo-like, mais il y a des gens qui aiment énormément, donc je vais pas me les mettre tous à dos. Et du coup, on a joué à celui-là. Donc le principe du jeu, c'est que c'est très facile, hein. On va mettre il faut mettre deux cartes devant soi. On va jouer à tour de rôle, on va en mettre une, mais à son tour, on peut soit mettre une carte de sa main, soit mettre une carte de la rivière au milieu, soit mettre devant soi une carte d'un autre joueur. On n'a aucune information sur les cartes des autres joueurs. Et le but, ça va être soit d'avoir la plus haute combinaison, soit la plus basse combinaison, soit d'avoir deux cœurs. On peut changer l'ordre des priorités. Enfin, il y a quelques trucs qui se font. Et il va falloir gagner trois fois d'affilée. Enfin, trois fois. Après la première fois, on n'aura plus deux cartes visibles. On aura une carte visible et une carte face cachée que les autres joueurs verront du coup. Et une deuxième fois, on aura les deux cartes que les autres verront et que nous, on verra plus. Tout le monde adore, moi j'aime pas. Mais Ok. encore une fois, voilà, c'est comme ça. Beaucoup de gens sont très très convaincus par le jeu. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai trouvé qu'à 5, je trouvais que ça tirait en longueur. Parce que comme ça se finit, quand une personne a gagné trois fois, si Ouais. chaque personne gagne deux Ah fois, ouais, ça peut être long. tu passes plus d'une heure en fait. Le jeu arrive à créer des moments d'éclat, c'est-à-dire des moments où complètement random, d'ailleurs tu peux faire du top deck. Tu fais un top deck et puis tu as exactement la carte qui te permet de gagner. Il y a des côtés vraiment très aléatoires qui font que du coup, ça crée des moments de joie ou de rire quand il y a des choses qui se font. Le contrôle est très minime. Au final, tu joues, pour moi, tu sais pas trop où tu vas. Et y a pas, le jeu récompense pas particulièrement des skills. Mais c'est agréable à jouer, je pense, en famille, sans se prendre la tête. C'est un côté trio, voilà, où tu sais, exactement, trio par exemple, où t'as deux cartes déjà d'une certaine valeur, et la dernière, tu vas en random dire la plus haute de lui, et c'est exactement celle-là qu'il te fallait, ou tu vois, des moments un peu comme ça, what the fuck, où tu te dis, bah, c'est fun, en fait, ça recrée un peu cette ambiance-là. Mais moi, ça m'a pas. Je préfère jouer à trio en fait. Si je joue à ça, je préfère jouer à trio ou d'autres jeux qui proposent aussi un côté un peu aléatoire, mais avec un peu plus de fun. Limite de l'autre dernier jeu de Ludonote, qui n'a rien à voir avec Arigato pour le coup. Un Mhm. jeu beaucoup plus sérieux, plus gamer, il me semble. Ouais, ça c'est l'aide, on va dire, du tour en montrant toutes les différentes étapes qu'on va aller. Donc la promesse du jeu, c'est un jeu qui est très politique. L'idée, c'est de montrer l'épuisement de la planète à travers l'exploitation de la planète et différentes multinationales. L'idée, c'est donc que chacun va en gérer une et va, si tu veux, épuiser un peu les ressources de la planète, gérer différents niveaux de développement qui vont impacter différentes ressources. Tu vas pouvoir faire aussi interagir avec un marché pour acheter, vendre des ressources, polluer la planète, ce qui va dégrader certains indicateurs et donc accélérer des fins de partie. Parce que c'est ça, ça se termine à l'effondrement. Ça se termine à l'effondrement. On sent que le jeu n'a pas été pensé nécessairement pour être joué en compétitif, hein. C'est un jeu qui est plus une expérience que vraiment scorer des points de victoire. C'est très intéressant la manière dont c'est retranscrit. Peut-être un peu des fois
caricaturé, c'est-à-dire que voilà, tu vas faire une action, bah oui, ça va faire ça. C'est assez caricaturé dans les impacts, mais c'est quand même très intéressant. Euh, Quelque chose qui à la fois est bien et pas bien, c'est que c'est pas asymétrique, donc chacun joue à peu près la même faction, si tu veux. Il n'y a pas de grosse différence entre un plateau et un autre, donc c'est plus immédiat à jouer, mais par rapport à un hégémonie, il y a Hmm. moins ce côté entrelacé de différentes factions, un qui joue l'État, un qui joue la classe Ouais. populaire, etc. Là, À on moins joue de tous, personnalité. exactement, on joue tous les mêmes choses, donc ça a des bons côtés, des mauvais côtés. J'ai pas assez joué j'ai fait qu'un tour de jeu, donc je vais pas pouvoir vraiment me prononcer plus que ça. C'est une proposition qui est intéressante à tester sûrement avant d'acheter pour se faire un avis quand même sur le jeu. Un jeu dont on entend pas mal parler en bien, notamment Ouais, par Penelope, c'est Space Lab j'ai de chez entendu Studio H. hier, hein. Ouais. Un jeu de Corentin Lebras et Johan Goupy, qui, dans l'esprit, est assez classique, j'ai l'impression. On a 10 emplacements devant nous, on va piocher des cartes, les poser, essayer de faire des petits combos, un petit tableau comme ceci. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Donc ça s'inscrit clairement dans la dynamique Faroé, hein, Oui, c'est les mêmes de auteurs. jeu, ouais, voilà, de même jeu, à essayer de reproduire un petit peu le feeling. Bon, clairement, j'ai moins eu la claque qu'à Faroé, bien moins. C'est pas du tout mauvais, c'est très intéressant. On révèle des cartes et en fait, on va pouvoir ramasser des cartes d'une certaine couleur et les cartes Qu'on ne prend vont pas, elles vont utiliser comme mieux. ouais et on va utiliser une des cartes comme monnaie Oui, pour payer d'autres cartes. oui, Voilà. comme dans On Reste va- Galaxy, comme dans plein de trucs, mais voilà, ça fonctionne exactement. toujours bien, c'est ce On va côté les gestion de main. mettre, on a des objectifs, on va jouer nos cartes. Il y a des cartes qui vont scorer par rapport à un certain nombre d'ingénieurs qui sont dans la ligne, un certain nombre de couleurs présentes, et on va faire son petit tableau si tu veux. Il y a différents axes, on peut rusher la partie, donc c'est quand même assez gamer. On peut se dire qu'on va faire plein de petites cartes pour vite finir la partie parce qu'il y a différentes fins de partie, soit quand quelqu'un a fait tous les objectifs centraux, soit quand quelqu'un a rempli tout son tableau. Mhm. Donc il y a vraiment ce côté, tu vois, Rachel, elle est partie sur une strat où elle a vraiment accéléré la fin de partie. Moi, au contraire, j'ai essayé de jouer des cartes plus chères et du coup qui combinaient des plus ensemble. Au final, tout ça, ça se Ça se regroupe à vaut, peu ouais. près assez proche dans le nombre de points. C'est pas du tout désagréable, c'est assez immédiat à jouer. L'interaction est peu présente. Qu'est-ce que Moins. tu laisses à l'autre, quoi? Ouais, mais tu vas peu de fois contre-drafter. Il y a trop de cartes en fait qui arrivent pour que tu puisses vraiment regarder le tableau des autres et te dire tiens, celle-là vraiment je vais la contre-drafter parce que l'autre en aura d'autres Ok, dans tous c'est les plus cas. dans le question Donc c'est côté pas comme dans course de... Far Away où tu peux vraiment contre-drafter une ressource en te disant non, tu n'auras pas de bleu jusqu'à la fin de la partie et si tu n'en trouves pas dans les reliques en haut, tu vas scorer 0 avec ton truc. Là, tu peux pas trop faire ça pour moi. Donc tu es plus concentré sur ton tableau et l'interaction, elle est plutôt dans la course aux objectifs. Hmm. Voilà, c'est un peu plus limité. Je suis pas du tout au même niveau que Faroé à l'époque et voilà, tu me diras ce que tu en penses quand tu le joueras, mais je suis plus euh, mitigé. Après, le jeu est bien, hein, il y a pas de souci là-dessus, mais en fait, il réinvente rien par rapport à Ah oui. d'autres jeux qui existent déjà Ça, je pense que ça se voit, ouais. et donc pourquoi ça plutôt qu'un Faroé ou un autre jeu de cartes un peu agréable à jouer et facile, je ne sais pas. Ok, bah, tu as récupéré une boîte, on en reparlera aussi dans les prochaines semaines. Osmosis, des jeux Opla qui sont d'ailleurs en train de faire une campagne de financement participatif en ce moment. N'hésitez pas à les soutenir si vous le pouvez. La campagne démarre très fort et a en plus plein de chouettes contreparties à offrir. On est content pour eux qu'ils soient soutenus dans cette démarche de fabrication écologique, etc. Et Mhm. Osmosis, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est un jeu coopératif à communication limitée. Je sais Ouais, pas. Ouais. même communication extrêmement limitée. C'est mon deuxième coup de cœur, je pense, du Ah, salon. chouette. Ouais, jouer à la fin, il y avait Alex et puis Marie qui nous ont dit, il faut absolument que vous jouiez à ça, c'est vraiment top. Et, euh, et vraiment, c'est très étonnant comme ça peut bien marcher. Le principe, c'est que tu vas avoir des dessins qui sont, tu les vois à droite, là. Ils sont numérotés de 1 à 7.
Et en fait, sur la gauche, il y a des doubles paires, il y a des lignes de chemin, etc. Et en fait, on est à communication limitée dans le sens où on va pouvoir juste dire, bah, je vois deux paires évidentes. Hmm. Mais on va pas pouvoir dire, bah, c'est une paire sur la musique et une sur... On peut pas donner plus d'infos. Et on peut dire, bah, je vois deux paires, mais franchement, il y en a une qui est ultra évidente, et puis l'autre, si on réfléchit un petit peu, on peut... Elle apparaît. Et donc toi, tu vas regarder ces images, tu vas les re-regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a pu voir? Et tu essayes d'explorer un peu l'imaginaire, de dire, attends, est-ce que c'est des sons, est-ce que c'est des matériaux, est-ce que c'est des lieux, qu'est-ce que ça peut être, où est-ce qu'il a vu sa deuxième paire? Puis des fois, tu regardes l'autre personne, tu te dis, non, mais t'es complètement fou, il n'y a pas de deuxième paire. Puis d'un coup, tu as une autre personne qui va dire, ah, moi j'en vois trois de paires en fait, il y en a une troisième. Et après, tu vas devoir te mettre d'accord avec ton groupe en disant, bon, ben on part sur la double paire. Et donc là, chacun va devoir secrètement jouer les cartes pour dire, ben moi je pense que la double paire, c'est ça, c'est de là et c'est de là. Et après, tout le monde va révéler. Et s'il y a une majorité de joueurs qui ont Raison, raison, eux, ouais. on valide cette manche et on passe à la manche d'après. Okay. Ça marche super bien. Au début, j'étais ultra dubitatif à l'explication des règles. Je me suis dit, mais comment ça peut marcher? C'est magique comme dans un groupe en disant rien du tout et juste en disant c'est même pas des indices, mais juste en disant non, mais vraiment des perceptions. Des perceptions, on va pouvoir explorer l'imaginaire un petit peu et arriver à un consensus. Et des fois, quand tu fais le débrief, tu as des explications complètement loufoques, où tu en as un qui aura fait une association complètement what the fuck en te disant bah, moi j'ai vu le loup dans la bergerie, du coup j'ai pensé à ça. Et tu es là, mais non, mais jamais de la vie, enfin qui pense à des trucs pareils? Et donc c'est vraiment, je trouve que la liberté en fait qui t'est offerte dans le jeu via ces images, qui en plus délibérément ont une espèce de DA très un peu ouverte, donc ça te laisse vraiment place à l'imaginaire. Je trouve que le jeu, en sachant que je suis pas client du tout de ce genre de jeu, je cherche à l'acheter. Je crois qu'il sort cette semaine. Oui. Je vais l'acheter dans la première boutique que je vois parce que c'est un des meilleurs jeux dans le genre que j'ai joué. Très unique et proposition très 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 forte. Donc cool. Très chouette jeu, ouais. Et enfin, Luthier, qui arrive chez Lucky Duck Games, un jeu euro où on construit des violons. Oui, exactement. On incarne une famille de luthiers qui va donc interagir sur le plateau pour faire différentes choses, soit recruter des mécènes, soit faire des concerts, soit réparer des instruments de musique, soit construire des instruments de musique. Un peu comme Pane Vecchio qui arrive là chez Creative Cool. Même thème en même tout cas. thème, voilà. C'est un jeu qui, j'en attendais pas grand-chose parce que j'avais eu des retours plutôt mitigés du jeu à l'époque. Euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est un jeu où on va avoir différentes zones de jeu et on va avoir nos luthiers qui ont différentes forces, 5, 3 et 1. Et en fait, on va se mettre dans différentes zones de jeu. Et à la manière un peu de ce que je disais à Dragonnier, c'est celui qui a joué la force la plus haute qui va résoudre en premier l'action. Donc, il va pouvoir aller chercher la carte qui l'intéresse dans la zone en question. Par exemple, le mécène qui l'intéresse. Un peu de programmation, quoi. Programmation, complètement. C'est de la programmation blind bidding. Donc, d'enchères, cette fois-ci, cachée. C'est-à-dire que dans Dragonnier, on voit ce que les autres ont enchéri. Donc, on peut se placer devant ou après. Là, c'est caché. Donc, autant le joueur qui vient après ne sait pas forcément, mais il a joué plus que le joueur d'avant. Il y a des mécanismes pour augmenter sa puissance ou pas. Donc ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Il y a aussi des mécaniques très intéressantes. Par exemple, les mécènes que tu récupères vont te proposer, donc ils ont des attentes, c'est un espèce de contrat à obtenir, mais ils te donnent un bonus à chaque tour en fait. C'est des mécènes, donc ils te versent de l'argent ou ils te versent des bonus à chaque tour. Par contre, au bout de 3 tours, si tu ne les as pas satisfait leurs attentes, ils s'énervent, ils s'en vont, tu prends des points négatifs et tu perds le bonus. Ok, chouette. Mais tu peux aussi satisfaire leurs attentes de manière partielle pour les faire descendre dans leur piste de mécontentement pour pouvoir les garder plus longtemps. Et tu as vraiment cette gestion des mécènes qui est très intéressante,
Tu as cette gestion du blind bidding, donc des enchères qui est très très intéressante aussi. Donc ça donne un jeu qui est assez interactif. Moi j'ai plutôt bien aimé. Après le jeu est trop long je trouve. C'est le principal grief qu'on a donné, c'est qu'il y a 6 manches et en vrai bon 4 je pense que ça aurait suffi. C'est assez classique dans les objectifs qu'on fait, les courses aux objectifs, mais ça marche plutôt bien. Le jeu est bien produit, l'iconographie pour le coup est plutôt bonne. J'avais peur avec du trait, mais l'iconographie est plutôt bonne. Donc c'est pas si mal. Il aurait manqué un tout petit peu pour faire vraiment un très bon jeu. Ça restera pour moi un bon jeu si on est prêt à jouer le temps qu'il faut dessus. Eh ben merci Sylvain pour ce débrief hyper complet des jeux de Vichy, hein, un vrai marathon à la fois sur place et puis là sur tes retours. Ça nous donne pas mal de visibilité sur la fin d'année, sur ce qu'il y a à surveiller. Et puis nous on va très bientôt enchaîner avec SN où on va partir 4 jours et vous faire dès la fin du mois d'octobre, dès le coup d'envoi le 23 octobre, une vidéo par jour. Il y aura d'abord nos attentes et puis nos impressions en direct du salon, des images tournées sur place, des interviews, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne pour pas louper ça. Toi, tu seras de la partie, Sylvain. Avec on fait plaisir. le voyage ensemble avec également Mounir et Samuel. C'était Boris et Sylvain pour Rue du Jeu, coffee.com/Rue du Jeu si vous voulez soutenir notre travail. Et puis à bientôt. À bientôt. Je viens par chez vous. Il l'a dit. Ciao, ciao.